En 22 avant Yavin, dans les archives Jedi du temple de Coruscant, Obi-Wan Kenobi cherche un système stellaire nommé Kamino. Il ne le trouve pas. Aucune carte, aucun registre, aucune mention. Une armée d'1 million de soldats y a pourtant été fabriquée, sur commande, pendant 10 ans, sans qu'aucune trace de sa commande n'apparaisse nulle part dans les archives de l'ordre censé tout savoir. 10 ans de construction, 1 million de clones, un contrat signé par un maître du Haut Conseil, et 0 entrée, dans une bibliothèque que ses propres gardiens présentaient comme exhaustive. La bibliothécaire en chef, Jocasta Nu, dira à Obi-Wan que si un objet n'apparaît pas dans leur registre, il n'existe pas. C'est une déclaration de doctrine, pas une excuse. Les archives Jedi ne se pensent pas incomplètes, elles se pensent totales. Et c'est précisément cette prétention à la totalité qu'un seul retrait, chirurgical et silencieux, suffit à retourner contre l'ordre tout entier. Le temple Jedi abrite, au moment des faits, l'une des plus grandes collections de connaissances de la galaxie. Des archives holographiques couvrant des millénaires de cartographie stellaire, d'histoire diplomatique, de généalogie d'espèces, remontant parfois à des ères antérieures à la République elle-même. Des mondes isolationnistes y figurent, des espèces hostiles à la République y figurent. Des systèmes que plus aucun voyageur n'a visités depuis des siècles y figurent encore, sous forme de notes obsolètes mais présentes. Kamino, à lui seul, n'y figure pas du tout. Ni la planète, ni son système, ni l'espèce qui l'habite. Pas une ligne obsolète, pas une note de bas de page. Un vide parfait, dans une structure qui ne produit normalement que des lacunes partielles. L'anomalie ne tient pas à l'absence en elle-même. Les archives Jedi ignorent beaucoup de choses et leurs gardiens le savent. Elle tient à sa nature complète. Un monde peut être mal cartographié, mal documenté, mal compris. Il ne peut pas, en temps normal, être absent au point qu'un système entier disparaisse de la charte gravitationnelle elle-même, comme si l'espace qui l'occupait avait cessé, pour l'ordre, d'exister. Yoda le comprend le premier, et il le comprend par un détour qui en dit long sur sa méthode. Plutôt que d'interroger les archivistes, il réunit un groupe de jeunes initiés, à peine capables de lire une carte stellaire, et leur demande s'ils connaissent la planète Kamino. Aucun d'eux n'en a jamais entendu parler. L'un d'eux, pourtant, formule une intuition que les adultes n'avaient pas eue. Le système devrait exister, à en juger par l'attraction gravitationnelle des mondes environnants. Et pourtant, il ne figure sur aucune carte. Une masse manquante, que les lignes de gravité elles-mêmes trahissent sans jamais la nommer. Yoda tire la conclusion en une phrase, dans le temple, devant les jeunes toujours assis en cercle. Seules les archives Jedi pouvaient être à ce point incomplètes. Une bibliothèque ne s'incomplète pas seule. Quelqu'un l'a vidée. C'est une scène qui se joue à voix basse, dans une salle d'entraînement plutôt que dans un couloir d'archives, éclairé par la lumière plate du temple. Un cercle d'enfants assis en tailleur autour d'un grand maître qui pose une question dont il connaît déjà, en partie, la réponse. Aucun sabre, aucun combat. Juste un vieux Jedi qui préfère l'ignorance non feinte d'un enfant à la certitude entretenue d'un adulte, parce que l'enfant, lui, n'a encore rien à cacher. Le nom de la planète ne revient à Obi-Wan que par un canal extérieur à l'ordre. Dexter Jettister, propriétaire d'un diner sur Coruscant, ancien contrebandier d'une espèce non représentée au Sénat, identifie en quelques secondes une fléchette empoisonnée que les laboratoires du Temple n'ont pas su analyser. Le poison provient de Kamino, dit-il, une planète au-delà de la bordure extérieure, connue pour ses cloneurs. Un homme extérieur à l'ordre, disposant d'un simple comptoir et d'une mémoire de terrain, sait en un instant ce que la plus grande archive de la galaxie ignore entièrement. 2 échecs documentaires distincts, la fléchette et le système, tous deux liés au même monde, tous deux résolus par une source non Jedi. La coïncidence, à ce stade, cesse d'être plausible. Or, l'affaire ne s'arrête pas à une planète effacée, elle remonte à un homme. 10 ans avant l'incident de l'archive, un maître du Haut Conseil, nommé Sifo Dyas, défend devant ses pairs une thèse jugée alarmiste. Une guerre approche, la République n'a pas d'armée, il faut en préparer une avant qu'il ne soit trop tard. Le Conseil rejette la proposition. Sifo Dyas, en délicatesse croissante avec ses collègues, est retiré de ses fonctions. Peu après, il disparaît. Le Conseil, longtemps, croira à une mort naturelle sur Felucia lors d'une mission diplomatique classifiée par le bureau du chancelier suprême. Une explication commode que personne, à l'intérieur du temple, n'aura cherché à vérifier pendant une décennie entière.
L'épisode The Lost One, 10e de la 6e saison de Star Wars The Clone Wars, diffusé le 7 mars 2014, rouvre le dossier. Une équipe Jedi retrouve l'épave du vaisseau de Sifo Dyas et son sabre laser intact sur la lune d'Obadia. L'enquête qui s'ensuit établit que Sifo Dyas n'est pas mort de cause naturelle. Il a été assassiné sur ordre d'un homme que les Jedi ne connaissent, à ce stade, que sous le nom de Tyrannus. Face à Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, ce Tyrannus se révèle être Dark Sidious, ce même comte Dooku qui, 10 ans plus tôt encore, siégeait lui aussi au Haut Conseil. Lors de la réunion du Conseil qui suit la révélation, Mace Windu reconnaît que l'Ordre avait, en son temps, jugé trop sévèrement les mises en garde de Sifo Dyas. Obi-Wan répond que ce n'est pas la première fois, récemment, que le Conseil se trompe, une remarque qui renvoie directement à l'expulsion d'Ahsoka Tano, votée quelques épisodes plus tôt dans la même saison, sur la base d'accusations que le Conseil savait fragiles. Le mécanisme précis de l'effacement, lui, n'a été confirmé que bien plus tard, et par une source différente. La série d'anthologie Tales of a Jedi, dans son 4e épisode, The Sith Lord, sorti en 2022, montre Dooku, encore officiellement affilié au Temple, utiliser les codes d'accès de Sifo Dyas pour effacer l'entrée Kamino des archives Jedi. La scène se situe à l'époque de la menace fantôme. Au moment où Dooku referme le terminal d'archives, il reçoit la nouvelle que son ancien apprenti Qui-Gon Jinn vient d'affronter un guerrier au visage tatoué de rouge et de noir sur Tatooine, un événement qui permet de dater la manipulation avec une précision presque absolue. Sifo Dyas est déjà mort. Dooku utilise l'identité d'un homme qu'il a fait assassiner pour effacer, méthodiquement, la seule preuve documentaire de l'opération que ce même homme avait lancée. Un maître déchu efface les traces d'un maître assassiné, dans les murs d'un temple qui continue de lui faire confiance, avec un sabre laser qu'on lui a laissé le droit de porter, alors même qu'il a formellement quitté l'ordre depuis des années. Ce fut la dernière fois que les archives Jedi purent se targuer d'exhaustivité, sans que personne, dans la salle, ne songe à vérifier le prix de cette exhaustivité. Le Kaminoan lui-même, en tant qu'espèce, présentait un profil presque conçu pour disparaître sans laisser de vide visible. Les romans de la série République Commando, écrits par Karen Traviss à partir de Hard Contact, publié en 2004, détaillent une civilisation isolationniste aux mœurs strictement séparées du reste de la galaxie, qui ne sollicite ni l'adhésion à la République, ni la moindre reconnaissance diplomatique. Les Kaminoans ne cherchent pas à être connus. Leur culture, centrée sur la maîtrise génétique et l'élevage aérien des Aiwa, se referme sur elle-même depuis des générations, au point que la plupart des espèces galactiques ignorent jusqu'à l'existence de leur monde avant le contrat passé avec Sifo Dyas. L'effacement de leur système n'a donc pas eu à créer un vide dans une mémoire dense. Il a seulement eu à empêcher qu'un vide déjà presque naturel ne se comble. C'est là que la manipulation devient élégante plutôt que brutale. Un système bien documenté, effacé d'un coup, aurait laissé des traces indirectes. Des correspondances diplomatiques orphelines, des routes commerciales sans origine, des citations croisées dans d'autres dossiers d'archives. Un système à peine documenté, en revanche, peut disparaître sans laisser de cicatrices. Dooku n'a pas eu à démanteler un édifice. Il a retiré une pierre d'un mur qui, pour l'essentiel, n'avait jamais été construit. Le principe qui se dégage de cette affaire dépasse largement Kamino. Les archives Jedi ne fonctionnaient pas comme un simple outil de consultation. Elles fonctionnaient comme un instrument de certitude, au service d'un ordre qui confondait, sans jamais l'énoncer comme tel, l'exhaustivité documentaire et la vérité du monde. Jocasta Castanou ne mentait pas lorsqu'elle affirmait que ce qui n'apparaissait pas dans les registres n'existait pas. Elle énonçait, avec une confiance absolue, le principe organisateur de toute une institution. Et c'est précisément ce principe, une fois identifié, qui devient une arme entre des mains extérieures à l'ordre. Il ne s'agit plus de tromper un Jedi sur le terrain, où son instinct et sa perception de la force peuvent encore le corriger. Il s'agit de tromper l'ordre à la source, dans la salle où se forme sa connaissance du monde, avant même qu'un seul Jedi n'ait eu l'occasion de percevoir quoi que ce soit. Un Sith comprend cela avant même un Jedi, parce que le côté obscur ne prétend jamais à l'exhaustivité. Il opère par accumulation d'exceptions, de secrets, d'informations retenues et redistribuées selon des besoins précis. Un Sith n'a donc aucune difficulté à identifier, chez son adversaire, la faille que produit une doctrine de la totalité. Il suffit de retirer une seule pièce pour que l'édifice entier continue de se croire complet. La confirmation de ce principe ne s'arrête pas à Kamino. Le même conseil qui n'a pas su détecter l'effacement d'un système entier pendant 10 ans est aussi celui qui, pendant 13 ans de guerre des clones et bien au-delà,
partage ses délibérations les plus sensibles avec le chancelier suprême Palpatine, sans jamais suspecter, dans ses propres archives ou dans ses propres perceptions, que cet homme est le seigneur Sith qu'il traque activement. Les deux échecs partagent une même structure. L'ordre cherche la menace dans ce qui est documenté comme suspect, jamais dans ce qui a été soigneusement rendu absent de toute documentation. Une menace qui ne laisse aucune trace enregistrée devient, par construction, une menace que l'archive ne peut pas voir venir, quelle que soit la puissance de perception individuelle des Jedi qui la consultent. Reste la question de savoir si Sifo-Dyas, avant sa mort, avait lui-même compris la portée de son geste. Il commande l'armée en croyant agir au nom d'un conseil qu'il a pourtant rejeté, dans une zone grise d'autorité que Dooku exploitera ensuite sans effort. Certains récits, dont l'audiobook Dooku, Jedi Lost, écrit par Cavan Scott et publié en 2019, présentent les deux hommes comme d'anciens proches, liés depuis leur découverte commune d'une collection d'artefacts du côté obscur nommée la collection Bogan, sous la tutelle d'une maîtresse appelée Lene Kostana, convaincue de longue date d'un retour imminent des Sith. Que Sifo-Dyas ait ou non pressenti la nature exacte de la menace qu'il tentait de prévenir, sa vision, elle, s'est révélée juste. Ce que le Conseil a rejeté comme excès de prudence était, très précisément, la description anticipée de sa propre défaite. Le vide dans les archives Jedi n'a donc jamais été une simple lacune de catalogue. Il a été la preuve la plus nette qu'un ordre entier peut se croire lucide tout en étant, structurellement, aveugle à ce qu'il n'a pas pensé à interroger. La force perçoit le présent, le danger imminent, le trouble dans une pièce. Elle ne perçoit pas une absence dans un registre, parce qu'une absence ne trouble rien. Elle ne fait que ne pas apparaître. Et c'est précisément l'endroit où un ordre fondé sur la perception directe s'est révélé le plus vulnérable. Non pas dans ce qu'il voyait mal, mais dans ce qu'il n'avait aucun moyen de voir du tout. L'entrée manquante existe toujours, quelque part, dans l'architecture des archives Jedi telle que la fiction l'a construite. Une case vide entre deux systèmes voisins, là où Kamino aurait dû figurer. Le canon a fini par nommer la main qui l'a vidé. Il n'a jamais montré, à l'écran, le geste technique lui-même, ni confirmé jusqu'où s'étendait réellement l'accès que Sifo-Dyas avait laissé, sans le savoir, entre les mains de l'homme qui allait le tuer. Un ordre qui a mis 10 ans à remarquer l'absence d'un système entier n'a, à ce jour, jamais vérifié s'il en existe d'autres. Si cette affaire laisse deviner qu'un ordre peut ignorer pendant des années le danger qu'il porte au plus près de lui, un autre sabre laser, tenu par un jeune chevalier que le Conseil a fini par observer sans jamais réellement le voir, en dit encore davantage sur cette même cécité. La vidéo consacrée au second sabre d'Anakin Skywalker attend, sur cette chaîne, ceux qui veulent comprendre jusqu'où ce défaut structurel s'est propagé.